je m'appelle Arthur, je suis étudiant en pharmacie. L'année dernière, on a beaucoup entendu parler de la loi Duplon, du coup, qui visait notamment réintroduire l'acétamipride, donc un pesticide neurotoxique. Il y a eu une pétition qui, du coup, a récolté plus de 2 millions de signatures citoyennes. Cette pétition a été balayée du revers de la main et la loi, du coup, a été adoptée par le Parlement. Et au final, le Conseil constitutionnel a tranché contre cette réintroduction de l'acétamipride. Aujourd'hui, on a Laurent Duplon qui revient avec un amendement pour réintroduire une nouvelle fois, enfin tenter de réintroduire l'acétamipride dans la loi d'urgence agricole. On peut aussi parler du cadmium qui, comme vous l'avez dit, est un CMR avéré. Et récemment, Vers le Média a révélé que donc il y avait un décret en 2021 du gouvernement qui visait à diminuer les taux de cadmium dans les engrais phosphatés. Et ce décret n'a jamais été, il a été omis, il n'est pas entré en vigueur. Et donc en ce moment, on en parle beaucoup du cadmium. Mais voilà, ma question, c'est finalement peut-être à l'opposé de votre conclusion, mais les décideurs politiques, nos représentants, l'État, mettent-ils en danger notre santé? Vous avez 4 minutes et 4 secondes, professeur Solari. Non, mais je crois effectivement que c'est une première lecture possible et c'est typique des situations sur lesquelles on met l'accent à un moment donné et on a l'impression que tout va mal. Alors, il y a du vrai et du faux là-dedans. En fait, c'est une situation sociétale où il y a des interactions entre des gens qui ont des intérêts dans un sens et d'autres des intérêts dans un autre. Et à la fin, il faut arriver à faire passer la balance du côté qui nous paraît le bon. Si on reprend ce qui s'est passé avec l'amiante. L'amiante, les premiers travaux montrant que l'amiante pouvait être un facteur cancérigène, c'est 1907, je crois. Le texte de loi qui a interdit l'usage de l'amiante, ça a été 1996. En 1970, il y avait déjà un consensus international sur le fait que l'amiante était manifestement un pourvoyeur de cancer de la plèvre. Voilà, donc c'était un temps où il fallait énormément de temps, de niveau de preuve, puis d'effets politiques pour voir une décision prise. Ça a quand même eu des effets politiques finalement, ces histoires du XXe siècle dans lesquelles il y a eu l'amiante, mais il y a eu d'autres toxiques, d'autres métaux lourds, etc. Où c'était très très long d'arriver à une décision politique. C'est que les gouvernements ont commencé à créer des espèces d'agences de santé, des agences administratives qui confiaient la responsabilité de surveiller et d'apporter des décisions, ce qui a eu finalement deux effets. Quelquefois ça a fait avancer les sujets, d'autres fois ça a servi de fusible quand un truc ne marchait pas pour les politiques, pour se protéger. Donc voilà, c'est un jeu. Et les chercheurs apportent de l'information avec leurs limites, tous les facteurs d'exposition. Il y a essentiellement des approches toxicologiques, des approches épidémiologiques, et les deux approches ont des limites, et avec ça, il y a un certain niveau de preuve qui arrive. Si on joue le principe de précaution derrière, ensuite interviennent les politiques qui sont face aux lobbyistes du milieu industriel, qui étaient ceux qui faisaient la recherche au départ d'ailleurs, mais qui faisaient la recherche avec l'idée qu'ils vendraient mieux leurs produits s'ils avaient montré qu'ils étaient... C'était Dupont de Nemours, etc., qui faisaient de la recherche c'est les premiers à faire de la toxicologie. Et donc, maintenant, on a les politiques d'un côté, les lobbyistes de l'autre, et donc la société, les lobbyistes sont très puissants parce qu'ils ont des moyens, des ressources, et que les victimes, en quelque sorte, ou les lanceurs d'alerte ont moins de puissance. Donc il y a un jeu qui s'établit entre les lanceurs d'alerte, les victimes, au travers de pétitions, comme pour la loi Duplon, pour essayer de contrer le pouvoir des lobbyistes, etc. Et on est dans ce jeu-là, c'est des jeux de société, si on peut dire, et de décisions politiques qui peuvent pencher d'un côté ou de l'autre, et chacun a son rôle dans ce système. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Autour de la loi Duplon, en tant que Fondation ARC, on l'a signée, alors que ce n'est pas un cancérigène dont on parle, c'était un neurotoxique. Mais il nous a semblé que cette histoire était exemplaire et méritait que toutes les associations qui sont préoccupées par les maladies induites par des expositions se manifestent. Donc voilà, on n'est pas des activistes politique. Néanmoins, dans cette situation-là, en tant qu'organisme scientifique
qui travaille sur la recherche, il nous a semblé que c'était important de jouer notre rôle du côté des victimes potentielles et des risques potentiels en jouant un rôle protecteur. Voilà, on est dans cet équilibre-là, et ça sera constamment comme ça, sauf qu'il faut vérifier que cet équilibre persiste, et on voit bien que la tendance actuelle est quand même plutôt à éliminer toutes les agences de protection qui gênent. Voilà, suivez mon regard. Docteur Hénard, vous souhaitiez rajouter un petit mot ? Juste pour dire que si on essaie de remplacer les politiques par des scientifiques, je vous invite à lire Isaac Asimov ou Philippe K. Dick. Vous verrez que ce n'est pas obligatoirement une bonne idée. Et par ailleurs, un autre exemple que ce qu'a déjà cité le professeur Solari, c'est le combat que mène actuellement Serge Herberg pour le fait que le Nutri-Score soit largement développé. C'est très long, très compliqué, avec des virements de décisions nombreuses. Là encore, je vous invite à regarder une série qui s'appelle sur le Parlement européen de Arte, qui est assez édifiante sur ce sujet-là. Donc, accepter que nous, on ne se positionne pas contre les politiciens, mais comme l'a très bien dit Eric, comme des gens qui apportons des informations supplémentaires qui, en étant de plus en plus solides, vont finir par être évidentes et obligatoires. Voilà. On ne peut pas faire autrement.